comme l'exposé précédent de Jean-Pierre Serre, cet exposé va être hybride, mi-historique, mi-mathématique, et je prendrai moi aussi la liberté d'utiliser les mathématiques d'aujourd'hui pour raconter des mathématiques d'autrefois. Donc, ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est la continuité qui conduit des travaux de Galois aux représentations galoisiennes, telles que les utilisent les arithméticiens d'aujourd'hui. Donc, rapidement, je commencerai moi aussi par Gauss, mais là aussi, maintenant il y a d'autres précurseurs très importants, Abel et Jacobi. J'essaierai de dire quelques mots sur ce que Galois a dit dans sa fameuse lettre à Auguste Chevalier, sur des questions qui ont vraiment à voir avec les points de torsion des variétés abéliennes, discuter un peu la postérité au XIXe siècle de ces questions, et puis expliquer comment elles conduisent aux travaux de Weil sur les courbes algébriques et les variétés abéliennes, qui donnent les premiers exemples, si on peut dire, de représentation galoisienne ou de système de représentation galoisienne. Et si j'ai un peu de temps à la fin, j'essaierai d'expliquer un résultat majeur qui montre que ces représentations sont très riches, qui sont les conjectures de Tate sur les variétés abéliennes. Donc le thème commun à tout ça, c'est l'action du groupe de Galois sur les points de torsion d'une variété abélienne. Donc c'est un sujet, je voudrais insister sur le fait, c'est un sujet qui est extrêmement riche, j'en dirais qu'une toute petite partie, et même si du point de vue des exposés de cet après-midi, c'est un sujet qui est considéré comme classique et bien compris, il reste encore une foule de questions extrêmement profondes et extrêmement intéressantes qui vont de la géométrie du Hoffancienne à la théorie des modèles, etc., qui les concernent. Donc, typiquement, le type de situation qu'on aura, c'est on considère un corps, on considère ça une clôture, une variété abélienne, un entier inversible sur le corps, et on regarde l'action du groupe de Galois sur le point de torsion, et voilà, beaucoup de gens, très bien, ont démontré que, notamment dans des situations arithmétiques, le groupe G a tendance à agir beaucoup. Voilà. Alors, le début de notre histoire, c'est le tout début du XIXe siècle. Là aussi, le premier, l'histoire commence. Enfin, je pense que pour des gens comme Galois, la statue du commandeur, c'était Gauss. Donc, je vous rappelle, en 1801, il publie les recherches arithmétiques. Et du point de vue qui nous concerne, c'est pas vraiment la réciprocité, c'est vraiment la cyclotomie qui est l'espèce de référence permanente aux gens qui après vont étudier les points de torsion des variétés abéliennes. Donc c'est le 7e chapitre sur la cyclotomie. Donc je vous rappelle, par exemple, Gauss démontre l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques. C'est peut-être le premier endroit où il y a une notion claire d'irréductibilité et une démonstration non triviale d'irréductibilité. Il démontre, donc il travaille avec les extensions engendrées par des racines énièmes de l'unité. Il se limite dans Disquisitiones à n premier. Mais bien on sait que Gauss connaissait la théorie générale et une foule de ses arguments s'adaptent d'ailleurs immédiatement. Donc en substance, il démontre que le groupe de Galois, il construit le caractère cyclotomique si vous voulez, et il fait en un certain sens la correspondance de Galois de façon explicite pour cette extension en construisant les sous-extensions à partir de sommes de Gauss. Et il fait une chose qui à l'époque était un scoop et qui aujourd'hui nous paraît une curiosité, c'est d'appliquer tout ça à la théorie des polygones réguliers. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de simple que je pense nous avons tous en tête. Je voudrais maintenant passer un tout petit peu de temps, oui, alors peut-être un petit mot, ça a été traduit en français et après en 1807, et je pense que voilà, vraiment Galois a dû travailler avec ce livre qui était la version française, et vous voyez à quoi ça ressemble, on voit peut-être pas très bien, j'ai choisi la page où il explique que le polynôme cyclotomique est irréductible, il donne la démonstration. Voilà, donc ça c'est, j'imagine que Galois avait dû beaucoup pratiquer ce livre et ces pages. Alors, une autre chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre la fin de la lettre à Auguste Chevalier, c'est qu'est-ce qu'était la théorie des fonctions elliptiques, des courbes elliptiques, vers 1830. Alors, d'abord quelques rappels modernes. Les anciens avaient des notations assez différentes des nôtres, et quand on regarde les vieux textes, on est d'abord un peu perturbé. Alors, il n'y a aucune raison de se faire peur, il suffit d'avoir quelques notations en tête. Donc, je vous rappelle du point de vue moderne. On a tendance à avoir des courbes elliptiques sur C. Donc, on a tendance à les voir comme des objets en géométrie analytique, comme des surfaces de Riemann, qui sont le quotient de C par un réseau, munis de la loi d'addition. Et elles ont une
une forme différentielle invariante qu'on voit physiquement, dz, sur la surface de Riemann. Alors bien sûr, ça c'est l'histoire faite à l'envers. Ces données sont algébrisables pour toutes les raisons du monde, plus ou moins générales. Mais bien sûr, le début de la théorie a été fait du côté algébrique. Donc pour comprendre le début de la théorie, il faut voir comment on peut algébriser. Donc aujourd'hui, on présente une façon d'algébriser qui date plutôt de la fin du XIXe siècle, qui date de Weierstrass. On prend par exemple la fonction de Weierstrass, qui satisfait l'équation différentielle P'2 égale 4P3 moins G2P moins G3, et on s'en sert pour fabriquer un plongement projectif, comme une cubique, dans P2. Donc on voit apparaître la cubique d'équations affines que vous avez sous les yeux, et l'équation projective, ce qui est plus correct, qui est en dessous, et la loi d'addition. Bon, je n'ai pas envie d'écrire les formules, il suffit de dire que 0 c'est le point à l'infini, et que 3 points sont de somme 0 si vous pouvez les obtenir comme l'intersection au sens du diviseur avec les multiplicités avec une droite. Donc ça donne tout. Et la différentielle invariante, c'est dx sur y. Bien. Alors, deux points supplémentaires à avoir en tête. C'est la fonction P, vous la retrouvez comme inverse d'une intégrale elliptique que vous avez sous les yeux en faisant le changement de variable x égale P de t. La courbe elliptique, c'est un revêtement à deux feuillettes P1. Ça correspond exactement à l'opération de faire le quotient par la multiplication par moins 1 sur la courbe elliptique. Donc c'est P1 revêtu en 4 points. Et un autre point que vous avez tous vu certainement, c'est que vous avez l'invariant J qui classifie, disons, les courbes elliptiques complexes à isomorphisme près. Alors les anciens travaillaient autrement. Ils travaillaient avec ce qu'ils appelaient la courbe elliptique de module K, qu'ils écrivaient comme ça. Donc vous voyez, le paramètre qu'ils écrivent comme un carré, il est dans P1 moins 3 points. Donc vous avez 4 points de ramification, mais l'infini n'est pas vraiment bien foutu. C'est pour ça que on abandonne ces notations. Par contre, et la différentielle invariante, c'est dx sur y. En revanche, ce qui est très agréable dans les vieilles notations, c'est que vous n'avez pas une fonction compliquée pour un invariant J qui classifie. Les gens pensent à K ou K carré comme le paramètre. C'était ce qu'ils appelaient le module, et c'est de là que vient la terminologie espace de module. Donc vers 1830, la théorie avait déjà eu deux grandes étapes. La première étape, c'est qui date du milieu du XVIIIe, c'est la théorie des intégrales elliptiques, comme celle que vous avez sous les yeux, et Fagnano, puis Euler s'étaient rendu compte qu'elles satisfont des formules d'addition, et Legendre avait développé toute une théorie. Et puis, Gauss, mais de façon complètement non publiée, puis Abel et Jacobi, très peu de temps avant Galois, ont fait faire une étape considérable à la théorie en introduisant les fonctions elliptiques comme inverse de ces fonctions, donc c'est ça l'analogue des fonctions P, donc qui ont le mérite d'être des vraies fonctions uniformes, qui n'ont pas des problèmes de multiformité liés aux périodes. Et surtout, ce qui est extrêmement spectaculaire, c'est qu'ils ont développé l'étude algébrique de ce qu'ils appellent les transformations, qu'on appellerait aujourd'hui les isogénies, entre courbes elliptiques. Donc du point de vue analytique, les isogénies, c'est très simple. Vous cherchez quels sont les morphismes de groupe d'une courbe et holomorphes d'une courbe elliptique vers une autre. Alors elle envoie la différentielle invariante vers la différentielle invariante avec un certain facteur lambda. Et vous en déduisez que ça doit envoyer la classe de z vers la classe de lambda z, où lambda est un complexe qu'envoie le réseau dans le réseau. Donc c'est un problème de similitude de réseau. Alors évidemment, du point de vue classique, on n'a ni les nombres complexes, ni l'interprétation topologique, ni le revêtement, ni rien du tout. Donc, ce que se donnaient les anciens, enfin les anciens, pas si anciens, Jacobi et Abel sont presque nos contemporains, en un certain sens, si on les compare aux mathématiciens du XVIIIe. On se donne deux courbes elliptiques avec les modules K et K', et puis il faut trouver x', y' comme expression rationnelle en xy. C'est pas du tout trivial. En fait, fondamentalement, ils y pensent comme ça. Il faut trouver plutôt x' en fonction de x, et puis racine carrée de 1 moins x2 à 1 moins kx2, qui satisfont ce type d'équation. Et c'est comme ça que travaillent Abel et Jacobi. Donc, Abel et Jacobi étudient notamment les questions suivantes, la n-torsion, et ils arrivent à comprendre que c'est un groupe cyclique, c'est un groupe non pas cyclique, c'est un groupe z sur nz au carré. Abel découvre que certaines courbes elliptiques admettent des endomorphismes non triviaux, c'est la multiplication complexe. Dans le premier exemple, c'est y2 égale 1 moins x4 qui correspond au réseau z de i. Et Jacobi découvre l'existence de P isogénie pour tout premier P.
Donc c'est une histoire ce qui est assez frappant. Donc c'était connu pour P égale 2, c'est très vieux, et par P égale 3, c'était une des grandes découvertes de Legendre. Et donc quand Legendre apprend que ce jeune mathématicien allemand Jacobi sait faire ça pour n'importe quel P, même P égale 5, et bien il fait en sorte qu'en 1827, un article soit publié dans Le Globe. Le Globe, c'est une espèce de journal qui est une espèce d'interpolation entre Le Monde et le journal officiel, qui explique au public français stupéfait l'existence d'une transformation avec des modules P premiers quelconques. Alors, ce qui est vraiment, évidemment, ce qui fait que ce sont des tours de force, c'est que ce sont des méthodes essentiellement algébriques, qui même aujourd'hui ne sont pas du tout triviales. Et qu'il y a un autre point qu'il faut avoir en tête pour la suite, c'est que les travaux d'Abel et surtout de Jacobi sont remplis de formules absolument merveilleuses, mais bien sûr, il y a un certain flou sur la nature des coefficients, dans quel corps on vit, etc. La preuve qu'il y a un flou, c'est que bien sûr, bien plus tard, Tate a pu dire qu'après tout ce qu'il y a dans Fundamenta Nova, on peut le voir sur les p-adiques et inventer la géométrie rigide. Fondamentalement, il n'y a rien à y changer. Alors, venons à un point qui est un des points culminants de la théorie des fonctions elliptiques quelques années avant Galois, l'équation modulaire. Alors, donc, en 1829, Jacobi publie son gros livre, Fundamenta Nova, qui est un livre absolument merveilleux à lire, qui a deux parties. La première partie, en termes d'aujourd'hui, on dirait c'est sur la correspondance de Hecke, et la deuxième partie, on dirait c'est sur la courbe de Tate. Donc, limitons-nous à la première partie, c'est les isogénies, il fait la théorie des isogénies, et le point culminant, c'est les toutes dernières sections sur l'équation modulaire. Alors, qu'est-ce que l'équation modulaire? Donc, Jacobi se donne P premier. Donc, les premiers dans Jacobi sont toujours différents de 2, c'était quelqu'un de prudent. Il regarde le diagramme suivant. Vous regardez les espaces de modules des P isogénies, donc, qui sont donnés par une courbe elliptique, une deuxième, une P isogénie, une isogénie de noyau cyclique, et vous avez deux flèches vers l'espace des modules des courbes elliptiques qui consistent à regarder le but et la source. Voilà. Alors c'est une correspondance symétrique, c'est ce qu'explique Jacobi, c'est pas tout à fait trivial, c'est la dualité, l'autodualité des jacobiennes, des courbes elliptiques, et de degré P plus 1, P plus 1. Pourquoi c'est de degré P plus 1, P plus 1? Parce que c'est le nombre de points du projectif sur FP, vous devez trouver le nombre de sous-groupes cycliques d'ordre P dans FP au carré. Et alors l'équation modulaire, c'est l'équation, vous voyez cette correspondance comme une courbe tracée sur un produit de deux courbes, de deux copies de l'espace des modules des courbes elliptiques. Alors suivant comment vous décrivez les modules des courbes elliptiques, avec l'invariant J, avec l'invariant K et K', et en fait dans Jacobi c'est assez compliqué, il travaille avec des structures de niveau en puissance de 2 un peu tordues, et il écrit l'équation en K puissance 1 quart, K' puissance 1 quart. Et c'est ça l'équation modulaire. Voilà. Donc c'est vraiment le sommet de la technologie quand Galois a étudié au moment où Galois travaille. Alors il y a une variante qui est de tout ça, bien sûr, qui est la division complète par P, qui correspond, je ne sais pas quoi, x1 de P ou je ne sais pas quoi. Donc vous regardez un point d'ordre exactement P, en plus de la donnée d'une courbe elliptique. Donc ça, c'est un revêtement. Donc du point de vue galoisien, c'est très intéressant parce que c'est évidemment des revêtements non galoisiens. C'est ça qui en fait le charme. Donc, tout à l'heure, degré P plus 1, et ici, degré 1,5 de P2 moins 1. Il y a un demi qui traîne parce que vous avez le moins 1 qui agit. Alors, l'aspect galoisien de ces questions faisait vraiment l'objet des soucis mathématiques de au moins 2 personnes, Abel et Jacobi, et aussi d'une troisième, plus ou moins Legendre. Et en fait, on dispose, et c'est quelque chose d'absolument merveilleux à lire, de la correspondance de Jacobi et Legendre, qui a été publiée dans les Annales scientifiques de l'école normale, je pense, et que vous trouvez dans le premier volume des œuvres de Jacobi. Donc c'est tout à fait merveilleux. Legendre écrit un français un peu 18e, Jacobi écrit un français assez 18e, Legendre est beaucoup plus moderne, mais c'est un vieux monsieur qui manifestement est très généreux, qui s'inquiète beaucoup de son jeune ami. Par exemple, il y a toute une section sur les célestes perturbations au moment où Jacobi explique à Legendre qu'enfin il va se marier. Et d'ailleurs, à propos, c'est un point historique qui est rarement observé sur Galois. À ma connaissance, c'est la première personne qui s'intéresse aux fonctions elliptiques et qui ne s'intéresse pas à la mécanique céleste.
des gens comme Legendre, Gauss, et aussi, dans une certaine mesure, Jacobi, étaient des fanatiques de mécanique céleste, et leurs travaux, l'intersection avec la théorie des fonctions elliptiques était pour eux très important. Bon, il y en a eu d'autres plus tard, dans une catégorie et dans l'autre. Donc, dans la lettre de Jacobi à Legendre, voilà ce qu'ils expliquent. Ils expliquent. Donc, d'abord, il y a tout un tas de choses intéressantes. Donc, au début de la lettre, Jacobi explique que l'équation pour trouver donc les paramètres sur la courbe elliptique, donc sinus amplitude, ça correspond à x si vous voulez, pour un point en fonction du paramètre en question, paramètre algébrique de son multiple d'ordre n, pourvu que vous connaissiez toute la n torsion, conduit à des équations qu'il appelle résolubles. Et si j'entends bien ce qu'il veut dire par résoluble, ça veut dire abélienne. Et que c'est du type des équations liées à la cyclotomie. Plus tard, plus loin dans la lettre, Jacobi explique qu'en revanche, si vous vous intéressez à déterminer toute la n torsion d'une courbe elliptique, donc ici n c'est p, hein, c'est un premier, vous allez tomber sur des équations, mais que vous allez pouvoir ramener à une équation de degré n plus simple et une autre abélienne de degré n-1 au carré. Ça correspond vraiment à regarder le problème de module que j'ai mentionné tout à l'heure, de la division par P, au-dessus de la correspondance de Hecke, de degré P plus 1. Et ce qu'explique Jacobi, c'est que voilà, Abel tout ça c'est clair que ça ne doit pas être résoluble comme équation. Le groupe de Galois n'est pas résoluble, que Abel doit savoir le faire, que, au moins en général, et que dans les cas particuliers c'est très intéressant mais qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, et qu'il explique aussi que voilà, il y a aussi une équation abélienne par-dessus. Bon, alors en résumé, hein, ce qu'explique Jacobi à Legendre, donc Legendre aurait bien aimé avoir des méthodes de résolution par radicaux pour faire des tables. Legendre a passé une immense partie de sa vie à faire des tables. Et il explique vraiment qu'il était très malheureux que cette théorie conduise à des équations non résolubles à cause de l'aspect non calculatoire de tout ça. Donc, si vous connaissez, par exemple, si vous êtes sur un certain corps K et que la n torsion est K rationnelle, pour diviser par n, vous allez tomber sur des équations abéliennes. Donc ça, on le sait bien, je sais pas, souvent aujourd'hui, on appelle ça de la théorie de Kummer ou je sais pas quoi. Et en revanche, si vous vous mettez dans le cas général, donc si vous regardez la courbe générique sur le point générique de l'espace des modules, le groupe de Galois de l'équation modulaire ou de la division par n sont absolument pas résolubles. Donc ça, c'est manifestement très clair. Bon, c'est pas clair, comme dit Jacobi, je me suis convaincu, donc à quel point ils avaient des preuves, c'est pas très net. En tout cas, c'est très clair, quelques années avant la fameuse lettre de Galois. Donc je vous rappelle, dans cette lettre, Galois discute l'équation modulaire. Il explique ce que doit être le groupe de l'équation modulaire, que ce groupe admet un sous-groupe d'indice 2 simple, sauf quand P égale 2 ou 3. Et en plus, il explique à la fin que dans certains cas, le degré peut s'abaisser de P plus 1 à P. Et que c'est vrai que pour 5, 7 et 11. Voilà. Alors en termes modernes, la première partie, ça veut dire quelque chose comme le groupe de l'équation, les Galois. Alors il y a un peu de mou, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, s'il veut dire qu'il passe avec du PGL2 ou du PSL2. Et ici, par PGL2, je veux dire GL2 sur FP étoile, hein, c'est pas les points de... Bon. Donc l'un ou l'autre agissent par permutation sur P1 de FP. Et alors bien sûr, c'est normal qu'il y ait du mou, parce que suivant que vous mettez comme corps de constante Q ou Q bar ou C, ça vous fait une petite modification. Ensuite, il explique ce qui est bien connu aujourd'hui, bien sûr, que ces groupes PSL2 de FP sont simples à partir de 5, et puis qu'il admet un sous-groupe d'indice P si et seulement si P appartient à 5, 7 et 11. Voilà. Alors, la mise au point de ces résultats a suscité une littérature tout à fait considérable. Alors, le cas qui est vraiment, en un certain sens, facile à comprendre, à vérifier, c'est le cas 5. Parce que là, vous tombez sur le groupe PSL2 de F5, et on peut vérifier, si on sait voir qu'il est simple, ou comme il est d'ordre 60, c'est A5, donc il a bien évidemment un sous-groupe
d'indice 5. Après, les cas suivants sont plus compliqués. Ils ont été faits par Betti, Hermite, Briochi, enfin toutes sortes de gens très très bien, Kronecker. Jordan a mis les choses à peu près, expose tout ça dans son traité des substitutions, et Klein aussi s'est beaucoup intéressé à ça. Donc, on pourrait passer beaucoup de temps à discuter tout ça, et je voudrais mentionner simplement quelques-uns des aspects de cette discussion. Je vais peut-être insister sur Hermite pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est rudement agréable de parler d'Hermite dans l'amphi-Hermite. Ensuite, Hermite, la personnalité de Hermite est très intéressante du point de vue mathématique, au sens où, même s'il y a des aspects où il est très différent de Galois, il est aussi très très proche de formation et sans doute de style et de goût de Galois. Et Hermite, comme vous savez, a toujours été fasciné par l'étude systématique et la classification des nombres algébriques. Il explique, il y a, par exemple, dans ses lettres à Jacobi, il explique en substance qu'il s'intéresse à Galois de Q bar sur Q. Et il est aussi très fasciné par les combinaisons de méthodes algébriques et analytiques, qui est vraiment aussi un des sujets de la journée aujourd'hui. Et un point sur lequel il exprime son intérêt, qui est justement le point qui est le contrepartie de l'exposé précédent, un des points qui fascine Hermite, c'est la possibilité d'utiliser la théorie des espaces de modules des courbes elliptiques pour fabriquer des extensions non résolubles. Un point rigolo sur Hermite, c'est par exemple dans Darboux en 1907, dans un volume, dans un petit texte en mémoire à Hermite, il cite la chose suivante, il explique « Si quelques géomètres venaient lui demander une direction, il lui assignait comme but de devenir un vir ellipticus ». Nous sommes tous des virs ellipticus. Et c'est aussi, ce qui est très intéressant, c'est les relations que Jacobi avait commencé à mettre en évidence entre les transcendantes elliptiques et l'arithmétique supérieure, qui bien sûr aujourd'hui sont développées dans la théorie des vérités de Shimura et leur relation au programme de Langlands. Donc revenons à Hermite. Alors, Hermite fait des choses très très remarquables. D'abord, il reprend l'étude des cas particuliers où l'équation modulaire se réduit, non seulement du point de vue des groupes, qui est un problème combinatoire assez vache, mais qui est de la combinatoire des groupes, enfin qu'il faut sortir, on a un groupe avec plein d'éléments, et puis il faut arriver à voir, mais il écrit les équations. Et surtout, il écrit de très jolies équations. Donc, il a écrit une suite de notes au compte-rendu en 1859 là-dessus. Donc, je voudrais mentionner que le Kp égale 5 a été très largement prolongé par les travaux sur les extensions icosaédriques qui ont été mentionnés de Klein, dont un des aspects a joué aussi un rôle dans la conjecture d'Artin, un des exemples. Donc, c'est un sujet qui est très très étonnant par sa longévité. Donc, Serre a écrit il y a quelques années un article qui expose en termes modernes un ensemble de résultats classiques et qui fait un certain nombre de liens. Et en fait, il y a des références qu'il ne met pas puisqu'elles sont bien postérieures. Shefford, Baron et Taylor ont écrit, par exemple, en 1997, un article fantastique dans lequel ce type de construction liée à ce groupe PSL2 de F5 et les formules d'Hermite jouent un rôle essentiel. Alors, un autre point pour lequel Hermite mérite d'être discuté, c'est qu'il semble que Hermite est le premier à avoir vraiment compris de façon très précise le lien entre monodromie et groupe de Galois. Donc, le point de départ d'Hermite, c'est un article de Puiseux, qui est paru au journal de Liouville en 1850. Et Puiseux établit Gaga pour π0. Il montre qu'une courbe algébrique plane définie par un polynôme irréductible est connexe dans la topologie complexe. Ce qui est essentiellement équivalent, il démontre qu'une fonction, comme il dit, algébrique uniforme est rationnelle. Et Hermite voit tout de suite, ou presque tout de suite, il a écrit un petit texte très, très, très ramassé, quelques temps après, pour expliquer que ça implique, et c'est vrai que une fois que vous avez ça, c'est la seule chose difficile, c'est d'avoir ce résultat de connexité, que le groupe de Galois d'une équation, P de xy égale 0, donc complexe, que vous voyez comme une équation en y sur le corps des fractions rationnelles en x, eh bien c'est la même chose que la monodromie de la fonction algébrique. Alors il est extrêmement vraisemblable en fait que c'est clair que ce type d'argument permet de calculer topologiquement le groupe de Galois de l'équation modulaire, et il est extrêmement vraisemblable qu'en fait Abel, Jacobi et Galois avaient songé à ce type d'argument lorsqu'ils se sont convaincus de la nature non résoluble de l'équation modulaire. En fait, ils font tous comme si c'était presque clair que c'était ce groupe. Et effectivement, en un certain sens, c'est clair si on considère clair qu'une courbe algébrique irréductible est connexe. Alors, en fait,
si on y réfléchit bien, il y a une inclusion qui est élémentaire, qui n'a pas besoin de cette connexité, qui suffit à démontrer que le groupe de Galois est gros. En fait, donc, tous ces résultats de Hermite ont été complétés relativement tardivement par Jordan en 1868, qui analyse effectivement les autres cas pour démontrer qu'il n'y a pas de sous-groupe d'indice P. Et Jordan donne effectivement un exposé d'ensemble de toutes ces questions dans le traité des substitutions des équations algébriques, qui, à ma connaissance, est le premier endroit où est bien écrit proprement le calcul du groupe de Galois par la monodromie, avec tous les détails. Jordan est très très soigneux. Alors, un autre auteur, je vais peut-être aller rapidement là-dessus, qui s'est beaucoup intéressé à ça, c'est Clahen, qui a écrit un certain nombre d'articles, notamment sur la situation de degré 7. Alors, je vais être très rapide. Les degrés 7 et 11 n'ont pas eu de postérité arithmétique. Et pour moi, c'est un mystère. Je serais vraiment très, très étonné qu'à partir de ces fantastiques formules, notamment d'Hermite et de Clahen, on ne puisse pas faire quelque chose en utilisant la technologie moderne. En tout cas, ce que fait Clahen, lui, c'est pas quelque chose d'arithmétique, mais c'est l'idée de base de l'uniformisation, il l'a en étudiant l'exemple de degré 7. Donc, je vous explique. Clahen regarde la courbe x de 7, le quotient de demi-plan par SL2, enfin le sous-groupe de congruence défini par SL2 de F7, et c'est une surface de Riemann épointée. On rajoute les pointes, on obtient une surface de Riemann, une honnête surface de Riemann compacte de genre 3. Il identifie cette surface de Riemann à une très jolie quartique, xy plus yz cube plus zx cube égale 0. Et elle arrive avec une dissection en triangle, qui provient de l'image inverse de P1 de R par le morphisme J. Et cette dissection en triangle, elle permet de fabriquer un groupe co-compact de SL de R qui uniformise la courbe. Donc là, il y a un truc très très bizarre. On a une courbe uniformisée par un sous-groupe de SL de Z. On rajoute les pointes et il y a un groupe remarquable co-compact. Et donc, bien sûr, Clahen explique que c'était le Kp égale 7. C'est ça qui lui a été pour lui le premier exemple de l'uniformisation, qui lui a fait croire en l'uniformisation des courbes. Alors, un auteur très très important dans toute cette histoire, qui a été mentionné tout à l'heure, c'est Kronecker, qui lui aussi s'est beaucoup intéressé à la correspondance modulaire. Kronecker, fondamentalement, observe que les points d'intersection de la correspondance modulaire, de l'équation modulaire et de la diagonale sont liés à des nombres de classes de corps quadratiques imaginaires. Si vous avez une courbe elliptique qui est P isogène à elle-même, il faut qu'elle ait la multiplication complexe. Il y a beaucoup d'aspects de Kronecker qui sont liés à notre histoire. Alors le problème avec Kronecker, c'est que c'est extrêmement difficile de comprendre ce qu'il fait vraiment, de ce qu'il a en tête, etc. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de préparer quelque chose et je suis arrivé à rien. Alors j'ai eu un lot de consolation en voyant que Jordan expliquait que lui-même n'est pas arrivé à mettre dans son traité des substitutions pourquoi il ne pouvait pas mettre les résultats de Kronecker. Et donc il explique notamment qu'il parle des théorèmes de Kronecker comme des résultats qui font l'envie et le désespoir des géomètres. Il y a une formule qui gagne à être retenue, il me semble. Bon. Donc, un autre point qui est très important chez Kronecker et qui va jouer un rôle essentiel dans la suite de notre histoire, c'est que Kronecker accorde une importance centrale à ce qu'on appellerait aujourd'hui les schémas de type fini sur Z. Pour lui, c'est ça les objets vraiment qui ont un vrai statut ontologique en mathématiques. Tout le reste, des méthodes analytiques, pourtant dans lesquelles il est très très expert et qu'il utilise avec énormément de talent. Bon, du point de vue philosophique, il a un peu des doutes sur ce que ça signifie, etc. Alors, les schémas de type fini sur Z, qu'est-ce que c'est? Disons, en dimension 0, c'est les corps finis. C'est les corps de Galois. En dimension 1, vous avez deux situations où le corps des fractions est de caractéristique 0 ou de caractéristique positive. En caractéristique 0, essentiellement, c'est vous regardez des entiers de corps de nombres ou des S entiers ou disons des ordres dans des S entiers. Et en caractéristique P, vous regardez des courbes, disons, géométriquement intègres sur un corps fini. Alors, cette façon de voir, de donner un rôle essentiel au schéma de type fini, chez Kronecker, a eu certainement beaucoup d'influence chez ses élèves et ses petits élèves,
Hensel, Hartin, Hasse. Et notamment, vous voyez, à l'époque de Kronecker, ou un peu avant, Dedekind et Weber avaient développé l'analogie entre courbe algébrique et puis anneau d'entier de corps de nombre. Mais le point de vue de Kronecker donne un rôle particulier aux courbes algébriques sur les corps finis. Et à partir du début des années 1910, un certain nombre de mathématiciens allemands, donc qui sont vraiment dans l'affiliation de Kronecker, développent une théorie analytique sur les corps de fonction d'une variable à corps de constante finie. Donc Kornblum, Hartin, Hasse, F.K. Schmidt. Donc ils considèrent des courbes projectives lisses, géométriquement intègres, de genre G sur un corps fini. Et ils leur associent l'analogue d'une fonction zeta, l'analogue de la fonction zeta de Dedekind. Donc en termes modernes, pour chaque point fermé de la courbe, on peut considérer sa norme, le cardinal de son corps résiduel, donc une puissance de Q, est fabriquée en copiant la définition de la fonction de zeta de Dedekind, la fonction de zeta de la courbe. Alors, une des grandes découvertes des géomètres allemands à cette époque-là, c'est qu'on peut vraiment faire la théorie des courbes algébriques en caractéristiques positives, et que, notamment, on a un théorème de Riemann-Rohr, et que le théorème de Riemann-Rohr se traduit par le fait que cette fonction zeta est en fait une fraction rationnelle en q puissance moins s, que vous avez sous les yeux, donc dont la partie mystérieuse est le numérateur. Pour P1, ce P, ce numérateur, c'est 1. Et en général, c'est un polynôme de degré 2G, et qui satisfait cette relation un peu biscornue, qui correspond en fait exactement à l'équation fonctionnelle de Riemann pour la fonction, ou de Hecke pour les fonctions de zeta de corps de nombre. Alors, un des sujets brûlants auxquels sont consacrés Hasse et Weil dans les années 30, c'est l'hypothèse de Riemann pour ces fonctions zeta. Et donc, Hasse démontre d'abord qu'elle a lieu en 1936, en genre 1, pour les courbes elliptiques, et Weil démontre de 40 à 48 que c'est le cas en général. Donc l'hypothèse de Riemann, je vous rappelle, ça s'écrit, c'est l'hypothèse de Riemann, c'est le fait que la fonction que j'ai écrite tout à l'heure a c'est 0 simplement pour partie réelle de S égale 1,5. Alors ça se traduit en quelque chose sur le polynôme P, ou ça se traduit aussi en quelque chose sur le décompte des points fermés sur la courbe en fonction de leur norme, ou le décompte des points rationnels sur les différents corps finis de la courbe C. Donc ça se traduit comme en cette inégalité, l'inégalité de Hasse-Weil. Alors, ceci est évidemment équivalent à l'hypothèse de Riemann pour toutes les courbes, mais pour une courbe donnée, il faut prendre l'inégalité pour Q et toutes ses puissances. Alors, l'histoire de la démonstration par Weil de cette inégalité est vraiment bien documentée dans ses œuvres. On voit les idées qui se développent, d'abord sous forme d'une note au crasse qu'il a écrite en prison, et où il n'est pas si clair qu'il savait démontrer ce qu'il affirme savoir démontrer. Puis il a un progrès après. Oui, il dit voici un lemme important. C'est un peu comme Zatz de Hartin. C'est la philosophie. Bon. Donc parmi ces travaux, j'ai mis entre parenthèses Foundations of Algebraic Geometry, donc son grand travail sur la géométrie algébrique, où il développe une notion abstraite de variété algébrique et de théorie de l'intersection sur ces variétés, qui marchent sur les corps de caractéristiques positives. Bien sûr, dedans, il n'est absolument pas question d'hypothèse de Riemann, mais bien sûr, toutes les techniques qu'il donne sont utilisées. Et puis, c'est à la fin dans ces deux livres. Alors, c'est une histoire très très intéressante et très très fascinante. Donc, Weil écrit des choses différentes à différentes époques. D'abord, en 1940, il explique que c'est la théorie des correspondances, notamment à la Severi, qui joue un rôle très important dans toute cette histoire, mais qu'elle ne suffit pas, et qu'il faut développer ce qu'il appelle la théorie transcendante de Hurwitz sur les courbes sur les corps finis. Il reprend tout ça un peu plus tard dans sa lettre à Hartin en 1942. Donc vous pouvez regarder ça dans les œuvres de Weil, c'est un texte absolument extraordinaire qui contient une foule de choses fabuleuses, notamment les dernières lignes expliquent ce que doit être la théorie d'Iwasawa, assez frappante. Donc la structure du texte en tout cas est un peu étrange quand on la lit la première fois. Weil d'abord passe beaucoup de temps à esquisser sa preuve de l'hypothèse de Riemann en faisant la théorie de l'intersection.
Et après, il explique que c'est la partie élémentaire. Et qu'après cette partie élémentaire, il y a une partie transcendante qui manifestement l'intéresse beaucoup plus. Alors, je voudrais expliquer un peu ce dont il s'agit, ce que c'est que la partie élémentaire, et puis après, dire un mot sur ce que faisait Hurwitz. Donc voici ce que Weil appelle l'élémentaire. Donc, ce que je vais raconter n'est pas exactement la façon qui a finalement été faite par Weil, mais c'est une simplification qui est essentiellement due à Th et Grothendieck de l'approche de Weil. Le point de Weil, c'est que si vous travaillez sur une courbe C, projective lisse, la théorie de l'intersection sur la surface C croix C suffit à démontrer l'hypothèse de Riemann. Donc d'un point de vue moderne, ce qu'on utilise, c'est la façon peut-être la plus simple d'y penser, c'est de penser à l'indice de Hodge. L'indice de Hodge vous dit que si vous regardez la forme d'intersection sur les diviseurs, sur C croix C, un diviseur peut avoir une autre intersection s'il est ample. Donc vous avez sans doute, quand vous regardez des formes quadratiques définies ainsi, un diviseur plus, mais que sinon c'est toujours des moins. Dès que vous êtes orthogonal à quelque chose d'ample, il y a des signes moins. Alors, quand vous avez C croix C, c'est une surface sur laquelle vous avez des diviseurs pour rien, puisque c'est un produit. Vous pouvez considérer un diviseur vertical, produit d'un point et d'une copie, un diviseur horizontal, le produit de l'autre côté. Vous pouvez considérer la diagonale. Et puis, si votre courbe est définie sur le corps FQ, vous avez le morphisme de Frobenius qui envoie dans un plongement projectif les coordonnées d'un point à sa puissance Qm. Et vous pouvez regarder le graphe de Frobenius. Alors, c'est pas difficile de voir que c'est transverse à la diagonale. Et alors, vous pouvez calculer les nombres d'intersections. Alors, il y en a 4. Alors, V, H, delta et le graphe de Frobenius. Alors, certains de ces nombres d'intersections sont triviaux à calculer. Par exemple, V, ça fait 0, H, c'est 0, H, et ces deux-là font 1. Ça aussi, qu'est-ce que c'est des graphes? Ça aussi. Ces nombres-là sont faciles. Il est un tout petit peu plus difficile de calculer l'auto-intersection de la diagonale, mais enfin bon, c'est la caractéristique de R point carré, c'est 2 moins 2G. Et puis, vous avez aussi à calculer le nombre d'intersections du graphe de Frobenius et de la diagonale. Mais le graphe de Frobenius et la diagonale, c'est N. C'est le nombre de points sur FQ. Le nombre qui vous intéresse. Donc, ici, vous avez N, et ici, vous avez N. Et ici, c'est très facile de voir que c'est Q fois 2 moins 2G. Alors, la théorie de l'intersection, si vous croyez en la théorie de l'intersection sur un corps fini, et que vous croyez en l'indice de Hodge, vous voyez, si vous regardez l'espace de dimension 4 engendré par ces 4 machins, vous avez une forme quadratique dessus, dont la matrice est la suivante. Alors, il y a une partie qui est positive, parce que vous voyez, V plus H au carré, ça fait 2. Donc le déterminant de ce fourbi, prenez le déterminant de ce fourbi, donc la signature c'est plus, moins, moins. C'est peut-être dégénéré, auquel cas le déterminant fait 0, mais en tout cas, vous obtenez que ça c'est négatif. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez calculer, c'est l'inégalité à ce Weil, puisque ça, vous vérifiez aussitôt que ça fait ça. D'accord ? Donc ça, c'est les mathématiques élémentaires, nous dit Weil. Alors, la théorie transcendante, ça correspond à un papier de Hurwitz, de 1887, qui est, voilà. Alors, Hurwitz fait la chose suivante. Il se place dans une situation algébrique, mais il utilise, comme on dit, les méthodes transcendantes de Riemann. Il est vraiment en géométrie analytique complexe. Il utilise des fonctions θ, des choses comme ça, la théorie de Klein. Donc, ce que dit Hurwitz, c'est la chose suivante. On prend une correspondance algébrique sur la courbe de bi-degré AB. Donc, cette correspondance induit un morphisme entre jacobiennes de la courbe.
On peut la regarder au niveau infinitésimal, ça introduit un morphisme sur l'algèbre de Lie des jacobiennes, et à l'intérieur de l'algèbre de Lie des jacobiennes, vous avez le réseau des périodes. Donc ça vous induit un morphisme entre H1. Et ce qu'affirme, et que démontre Hurwitz par des méthodes analytiques, c'est que le nombre de points fixes de la correspondance, donc vous pouvez définir comme le nombre d'intersections sur la surface C croisée entre sigma et la diagonale, c'est A plus B moins la trace. Donc ça, vous reconnaissez les formules de ce qu'on appelle aujourd'hui les formules de trace de Lefschetz, bien sûr, qui n'existaient pas du tout à l'époque, mais qui se sont développées plus tard. Bon. Alors, c'est ça, la théorie transcendante. Et le point que fait Weil, c'est exactement celui-là, c'est de développer dans le monde de la caractéristique P l'analogue de cette théorie. Alors, comment fait Weil? Donc, peut-être un mot sur les jacobiennes. Donc, dans la situation complexe, si vous partez d'une courbe de degré de genre G, donc vous y pensez de façon complexe, c'est une surface de Riemann de genre G, et la G-forme holomorphe indépendante, et on peut considérer le plongement jacobien de C dans un tor complexe, la variété abélienne, la variété jacobienne, qui consiste à vous choisissez un point de base et vous intégrez ces formes sur un chemin qui va du point base au point donné. Donc tout chemin d'intégration vous définit une forme linéaire sur les informes holomorphes globales. Il y a une ambiguïté qui correspond aux périodes des lacets, mais vous avez un plongement de cette courbe C à l'intérieur de ce tor complexe. Donc ça, c'est une surface de Riemann de genre G, c'est une surface qui est compliquée du point de vue topologique, mais qui est de dimension 2, et ça, c'est un tor complexe, qui est de dimension complexe G, si vous voulez, dimension réelle de G, qui est de grande dimension, mais qui est simple, du point de vue topologique. Alors, le point, vous voyez, c'est que, de ce point de vue-là, le H1, en bas, l'homologie, est inchangée par ce plongement. Ça correspond à ce réseau gamma. Bon. Alors, un des grands points, une des grandes choses que fait Weil, c'est d'abord, bon, il est connu, donc ça c'est la jacobienne de C, c'est la même chose que le groupe de Picard de C. Il est connu que cette jacobienne, dans le monde complexe, est une variété projective complexe, donc une variété algébrique, mais c'est connu de façon indirecte. C'est connu par la théorie des fonctions θ qui fabrique des plongements. Donc vous voyez, vous faites deux constructions transcendantes. Vous faites dans un sens et puis dans l'autre. Vous partez d'une courbe, vous fabriquez ce tor, et vous le plongez et vous dites que vous pouvez l'algébriser, vous le détranscendantaliser. Alors, la première chose que fait Weil, c'est une des grandes choses que fait Weil dans cette série de travaux, c'est de faire une théorie complètement algébrique des variétés abéliennes, qui est déjà nouvelle, même sur un corps comme C, etc. Il fait implicitement une telle théorie sur des corps de caractéristiques zéro, sur des corps de nombre dans sa thèse. Il faut admettre que beaucoup de points sont extrêmement flous sur ces questions dans sa thèse. Alors, le point suivant, c'est qu'une fois que vous avez une interprétation algébrique de cet objet-là, vous voyez, vous avez une interprétation algébrique, peut-être pas de gamma, mais de gamma tens z sur nz, pour n'importe quel entier. N'est-ce pas? Parce que vous pouvez identifier, donc gamma c'est le H1, donc le H1, quand vous le prenez à coefficient fini, bon, il n'y a pas de problème de torsion sur les courbes, ça va s'identifier à gamma modulo n gamma, et ça c'est exactement les points de n torsion de ce fourbi-là. Oh, c'est en bas, j'ai fait tout avec en bas. On a la main qui a tendance à mettre en bas les 1, mais c'est des H en bas. Merci. Voilà. Donc ce que fait Weil, c'est une variante algébrique de cette théorie. Et par exemple, une des choses qu'il explique dans sa lettre à Artin, qui est très, en un sens très élémentaire, mais déjà très frappant dans le cas classique, c'est la chose suivante.
Donc, en tout cas, on peut le comprendre comme ça, même si ce n'est pas expliqué dans la lettre Artin. Il y a une structure supplémentaire sur le H en bas d'une courbe, qui est l'intersection. Quand vous vous donnez deux courbes, vous pouvez les mettre en position transverse et compter le nombre de points d'intersection. D'accord ? Ça vous induit un nombre d'intersections mode n sur les H1 mode n. D'accord ? Donc vous en déduisez quelque chose comme ça. Donc vous en déduisez une application des points de n torsion croix la n torsion de la jacobienne à valeur dans Z sur NZ. Alors en fait, ce que découvre Weil, c'est que ce Z sur NZ, il ne faut pas y penser comme Z sur NZ, il faut penser comme aux racines via l'exponentielle, aux racines de l'unité d'ordre n sur c, et que, avec l'exponentielle usuelle, qui permet de donner une application, et que quand vous oubliez le Z sur NZ intermédiaire, cette construction-là devient complètement algébrique. Hein? Et c'est ça le début de sa théorie transcendante. Hein? Pour lui, la théorie transcendante, c'est la théorie qui consiste à regarder les points de division d'ordre n, ou de puissance, sur la variété jacobienne, et ces points correspondent exactement à des classes de diviseurs d'ordre n, dans le groupe de classes de diviseurs. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est ça pour Weil, la théorie transcendante. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Donc il démontre que si vous avez une variété abélienne, disons sur n'importe quel corps, et si vous vous donnez un L auxiliaire, qui va remplacer le N ici, disons qui est premier, et qui est inversible sur K. Hein, la caractéristique du corps est très mauvaise dans toute cette histoire, mais ce que démontre Weil, en fait, c'est que c'est le seul canular. Eh bien, pour une notion naturelle de variété abélienne, qui par exemple sont attachées aux courbes, la Ln torsion a la même structure que celle qui avait été découverte dans le cas G égale à 1 par Abel et Jacobi un siècle et demi plus tôt. Et en fait, Weil considère simultanément toutes les puissances de L. Hein, alors là, il se passe une chose très très simple, c'est que vous voyez, vous regardez les points dont la torsion est une puissance de L, c'est un groupe dont la structure est très simple, hein, c'est Z de L inverse sur Z, c'est les rationnels dont les dénominateurs sont des puissances de L modulo 1. Et l'endomorphisme quand vous calculez, quand vous regardez l'endomorphisme de ce groupe, ça vous fait sortir les entiers L-adiques quasiment par définition. Hein. En d'autres termes, vous voyez, le point de ZL, c'est que Z, c'est dans ZL. Hein. L'idée, c'est que si vous travaillez mode Ln pour n de plus en plus grand, à la fin, vous allez avoir des invariants L-adiques, et le corps QL est un corps de caractéristique 0. Et donc, qui contient Z. Et les nombres d'intersections vont vraiment avoir un sens dans ce corps. Alors aujourd'hui, on travaille non pas comme Weil qui travaille avec ce groupe union on regarde avec une limite inductive des points de Ln torsion, on travaille plutôt avec la limite projective, et c'est le module de tête de la variété abélienne, et donc Weil démontre ce théorème. Alors, le point auquel on arrive maintenant, c'est exactement les représentations galoisiennes. Par construction, toutes ces constructions sont équivariantes sous l'action du groupe de Galois, et vous envoie le groupe de Galois de Q bar sur K vers le groupe d'automorphisme du module de tête de la variété abélienne, donc qui est un groupe linéaire à coefficient dans ZL. Et ces fourbis sont les archétypes des représentations galoisiennes. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, la théorie peut-être fonctionne de la façon suivante. Donc, dans les livres, dans les travaux liés à l'hypothèse de Riemann, Weil travaille surtout sur le corps FQ avec un L qui est différent de P. Et le point, c'est que... Ah zut, j'ai pas écrit ce que je veux. Il y a un L qui doit devenir un P. C'est l'enfer, cette théorie. C'est toujours la même chose. J'ai pas écrit, c'est honte à moi. Ah. C'est... Donc, le polynôme P qui intervient dans la formule pour la fonction zeta, un analogue de la théorie de Hurwitz, dans lequel le H1 est remplacé... Ah voilà, une chose. Ah, c'est très bien. C'est la même chose que le Frobenius. Alors, je vais remettre le Frobenius en Q. X.
Voilà. Et le point de veille, c'est le suivant. Si vous voulez, c'est que l'action du Frobenius sur l'espace, sur le module de tête, sur TL. Hein, donc vous voyez, ça c'est une identité qui est très remarquable. Ici c'est dans Z de X. Mais ici, a priori, vous êtes dans ZL de X. Bon, bien sûr, Z de X est dans ZL de X. Vous avez choisi un L auxiliaire. Et vous voyez que le polynôme P, c'est le polynôme caractéristique pour cette représentation galoisienne. Bien sûr, à la fin des fins, le L disparaît. Donc une autre façon de dire, c'est que vous voyez, ça vous dit que les valeurs propres de rho L de FQ sont évidemment des anti-algébriques. Et en fait, l'estimée de Hasseveil est équivalente au fait de dire que leur module complexe racine de Q puissance 1,5. Donc ça, c'est typiquement une propriété qui est connue aujourd'hui sous le nom de pureté. Alors, vous voyez ce qui est extrêmement étrange dans cette histoire, c'est quand vous faites cette théorie transcendante, c'est le mélange entre le L et le P, et le fait d'avoir une liberté sur le L. Alors peut-être deux toutes petites remarques. En fait, cette histoire est très étonnante, parce qu'on aurait pu très bien imaginer que Weil arrive très très vite à donner une démonstration de géométrie algébrique qui utilise un tout petit peu de théorie des surfaces, de l'estimée de Hasseveil. Et en fait, on peut d'autant plus le croire que si, par exemple, si Weil avait regardé, ou il l'a sans doute regardé, le rapport de Brill-Noether sur la théorie des courbes algébriques, il ne serait pas allé regarder Sévry, il serait allé regarder Castelnuovo. Et si vous regardez Castelnuovo donne une démonstration d'Hurwitz, en fait, dans un langage géométrique, qui utilise quasiment que de la géométrie sur les courbes, et pas sur les surfaces. Et donc Weil aurait pu faire ça, et travailler que sur les courbes, et donner une preuve de Hasseveil, quasiment comme instant sur les courbes en caractéristique P. Et en fait, si vous lisez bien, vous vous rendez compte que si vous adaptez comme ça la preuve de Castelnuovo, vous obtenez la preuve qui a été obtenue beaucoup, beaucoup plus tard par Stepanov. C'est la même. Donc là, vous avez à un moment un frisson rétrospectif. L'humanité aurait pu passer à côté des représentations helladiques. Non, ce n'est pas possible. Alors, une étape très importante qui va être élaborée dans les exposés suivants, c'est la situation où K est un corps de nombre. Et là, bon, les travaux sont une des contributions importantes, c'est celle de Taniyama, donc qui explique que quand K est un corps de nombre, on va pouvoir considérer pour tous les L ces représentations, et qu'on aura ce type de relation où Q désigne la substitution de Frobenius, peut-être pas pour tous les premiers, mais pour presque tout, et où on a le membre de gauche étant indépendant de L. C'est comme ça que Taniyama arrive sur ce qu'il définit comme la notion de système compatible de représentation helladique, et Weil explique lui-même qu'il trouve ça comme quelque chose d'absolument fantastique dans la review qu'il écrit pour Math Reviews. Bien, je crois que j'ai dépassé mon temps, donc je m'arrête là. Avez-vous des questions? Oui. Une question, mais un commentaire. Je crois qu'il n'y avait aucun risque que Weil ne développe pas cette théorie, parce que, parce qu'il y avait quelque chose à laquelle il tenait beaucoup. Il tenait non seulement à l'hypothèse de Riemann pour les courbes, mais il tenait beaucoup à ce qu'on appelle la conjecture d'Artin sur les fonctions L, qui, dans ce cas particulier, revient à dire qu'une certaine fonction rationnelle de X est en fait un polynôme. Or, aucune des démonstrations élémentaires de l'hypothèse de Riemann ne démontre ça. La seule démonstration connue, c'est de passer par la théorie helladique.
Je ne crois pas qu'on ait réussi à faire des démonstrations Non, mais sans, de même, sans théorie analytique. si j'avais eu plus de temps, j'aurais élaboré là-dessus. Un autre point qui est très important, c'est, par exemple, Weil démontre, étudie les anneaux d'endomorphisme de variété abélienne, et la théorie éladik est évidemment indispensable pour se raccrocher à quelque chose de dimension finie et avoir une finitude. Si vous pouvez basculer une seconde sur l'amphi d'Arboux. Avez-vous des questions? Ou un commentaire. Jean-Benoît, tu n'as pas mentionné la démonstration de Roquette. Est-ce qu'elle Les questions continuent ici. Oui. Pardon. Les commentaires plutôt. Oui, ben je disais que y a aussi la démonstration de Roquette. Tu ne l'as pas mentionné. Non, surtout je regrette de ne pas mentionner la démonstration de. Ce qui est important, c'est de savoir que la démonstration de deux lignes, elle, est très différente en un certain sens de cette démonstration. Peut-être, je ne sais pas. Pas de questions. J'ai une question. Tout au début de votre conférence, vous parliez, je crois, dans les années 1830, Jacobi, Abel et tout ça, et vous parliez de groupes simples linéaires sur un corps fini, n'est-ce pas? Mais simple, est-ce qu'ils avaient la notion d'un sous-groupe distingué C'est ce que dit Galois. C'est en termes modernes, c'est exactement ce que dit Galois. Que le groupe oui, ça veut dire exactement dire ça. Une chose que je regrette de ne pas avoir dit, c'est qu'en fait, c'est très étrange du point de vue historique que la raison pour laquelle Hurwitz s'est intéressé aux correspondances, c'était pour clarifier les travaux de Kronecker qui correspondaient au calcul de l'intersection de la diagonale avec la correspondance modulaire. Et en fait, si on va plus loin, le fait que ceci est lié à cela en caractéristique P, c'est évidemment les congruences d'Eichler-Shimura que les mathématiciens allemands avaient explorées dans les années 1880. Donc en fait, c'est un thème aussi, si j'avais eu le temps, j'aurais bien aimé discuter et qui correspond à des choses qui vont être discutées plus tard aujourd'hui. Oui, c'est dans Weber, c'est dans l'Airbourg der Algebra. Bon, une dernière question. Une question intéressée. Tu as dit que tu allais raconter un peu peut-être si tu as. Oui, mais là, j'ai dans 95 secondes, je m'arrête. Je ne sais pas, je peux écrire une chose ou je m'arrête. Non, je crois qu'il faut qu'on respecte le temps. Non. Donc, nous reprenons dans 3 minutes. Bon.